Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, nous avons un certain nombre de participants que j'ai eu à saluer tout à l'heure. J'ai une liste de 24 participants pour la session d'aujourd'hui. Bon, j'imagine que les gens vont venir au fur et à mesure, mais nous allons démarrer la session. Alors, la première des choses, c'est que ce genre d'activité, l'intervenant se présente. Et je voudrais donc très brièvement me présenter. Il y en a qui me connaissent, c'est vrai. Je suis docteur Traoré Bakary. Donc, j'ai mené un certain nombre d'activités dans le domaine de la gouvernance, de l'éthique et de la responsabilité sociétale, mais aussi la normalisation. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à beaucoup travailler sur les questions de normes et tout ça, à être aussi proche de la communauté de la normalisation internationale. Et donc, j'ai été membre du comité, je le suis encore, puisque nous continuons nos travaux, du comité ISO TC 309, le TC manque ici, comité technique, qui travaille sur la question de la gouvernance aujourd'hui. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il nous a été demandé de faire la promotion de cette norme dans nos différentes régions. Et vous le verrez tout à l'heure, dans la région ici, région Afrique noire francophone, j'ai été le seul participant pour ces travaux-là. Et dans la partie anglophone, il y a quelqu'un du Nigeria, mais si on va un peu plus loin, il y a également quelqu'un de l'Afrique du Sud. Donc, nous allons voir en termes d'agenda 4 éléments. D'abord, les généralités que je vais vous donner sur la norme ISO 37000, et puis vous dire pourquoi il est important d'adopter la norme ISO 37000. Et bien sûr, il y a une brève présentation du contenu de la norme, qui va être la structure de la norme, très brièvement. Et puis, quels sont les principaux points à retenir à l'issue de cette présentation. Voilà pour notre agenda d'aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est une session interactive. Vous pourrez intervenir, poser éventuellement des questions. Nous avons de 10h30 à midi. On a perdu 5 minutes. Donc, disons midi 5, voilà, pour être vraiment dans le délai de 1h30 d'intervention. Alors, il s'agit simplement d'une session d'information. Comme je vous l'ai dit, c'est pour vulgariser la norme, ce n'est pas une session de formation. On a une nouvelle norme qui nous donne une nouvelle vision de la gouvernance, qui était déjà travaillée par d'autres experts, mais dans leur propre sphère. Ça montre clairement la nouvelle norme que la gouvernance est comportementale. C'est une norme qui est très utile. Pourquoi? Parce qu'on démontre que la création de la confiance ne peut se faire qu'avec la gouvernance, mais la gouvernance appliquée d'une certaine façon. Et il n'y a que cette gouvernance-là qui soit capable de favoriser la création de valeur. La création de valeur, c'est l'objectif de l'organisme, c'est l'objectif de l'entreprise. Si on ne peut pas créer de valeur, ça ne vaut pas la peine. D'ailleurs, c'est ce qui fait que de plus en plus, on a tendance à considérer que les administrateurs et même les dirigeants doivent être rémunérés à la valeur ajoutée réellement apportée. Donc, il y avait une nécessité de construire, donc, de mettre en place une gouvernance avec des outils. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas construit le système, vous ne pouvez pas appliquer la gouvernance. C'est que vous pouvez avoir toutes les informations que vous avez, mais si vous n'avez pas construit le système, vous ne pouvez pas faire la gouvernance. C'est un peu comme j'ai travaillé beaucoup sur la norme ISO 9001 au début, quand la normalisation commençait dans la zone. Mais après, les entreprises ont dû engager des gens, former des gens pour gérer cette question-là dans l'entreprise. Donc, je me demande si on ne va pas évoluer vers cette situation. Parce qu'il faut que les entreprises se mettent à un certain niveau. Il faut combler le gap de déficit de gouvernance qu'on a. Donc, ça, je le dirais vers la fin. C'est une norme qui a été élaborée donc, par ISO, par son comité technique 309, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais en réalité, la norme vise quoi? C'est destiné à faire quoi? Premièrement, c'est faire perdurer l'organisme avec une finalité claire, c'est-à-dire que la durabilité de l'organisme ne peut être garantie que s'il y a la bonne gouvernance. Et on dit avec une finalité claire. La finalité, nous rentrerons dans le détail plus tard, la finalité en réalité, c'est la raison pour laquelle l'organisme ou l'entreprise a été créée. Parce que jusqu'à présent, dans le droit des sociétés, on parle de l'objet social. Mais on demande aux entreprises d'aller plus loin désormais. Quelle est leur raison d'être?
Il y en a qui ont commencé à mettre dans les statuts. Donc, non, ce n'est pas juridiquement obligatoire, mais vous ne pouvez plus, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde du business, ne pas déterminer votre raison d'être. Et je vous dirai qui est responsable pour la détermination de cette raison d'être. Et la norme ISO 37000 aussi est destinée à faciliter la création de valeur, mais sur le long terme. Parce que c'est la création de valeur sur le court terme qui a été à l'origine de beaucoup de crises, notamment la grande crise de 2008. Parce qu'on a mis la pression sur les dirigeants pour faire des résultats immédiatement. Et donc, comme on leur a mis la pression, ben, ils ont posé des actes qui n'étaient pas de bons actes, des actes, je ne dirais pas illégaux, mais en tout cas qui ne sont pas toujours conformes à l'éthique. Et on a vu ce que ça a donné comme conséquence. Donc, on priorise désormais le long terme. Et la norme ISO 37 nous permet de prioriser ce long terme. Et vous le savez tous, aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans prendre en compte les parties prenantes. Parce qu'à l'origine, on a considéré que une organisation quelconque, notamment une entreprise, elle était gérée, gouvernée au profit de ses propriétaires, des actionnaires exclusivement. Mais il y a eu des débats aux États-Unis depuis les années 30 à l'école de Chicago et tout. Mais les gens ont compris aujourd'hui qu'on ne peut pas gérer une entreprise seulement au profit de ses propriétaires, mais toutes les parties prenantes doivent être prises en compte, et notamment la société en général. Et c'est l'objectif de la gouvernance d'entreprise, enfin, gouvernance aujourd'hui, puisqu'il s'agit aussi de contribuer à l'application, à la réalisation des objectifs fixés en 2015 par le système des Nations Unies. Donc, quelques repères rapides. C'est une norme internationale, ça fait l'unanimité, et puis ça a été publié le 14 septembre 2021. C'est la première ligne directrice. Et tout à l'heure, je vous parlais de la finalité, le point de référence, le point central. Vous allez voir tout à l'heure quand on verra, le point central, c'est la finalité. Mais la finalité, ici, il faut comprendre la raison d'être, l'objectif de l'organisme. Quel est votre objectif, quelle est votre finalité, quelle est votre raison d'être? La raison d'être, ça signifie bien quelque chose. Et quelques autres éléments fondamentaux, c'est par rapport à l'objectif organisationnel, on considère que les valeurs sont importantes. Donc, l'éthique, c'est important. Donc, d'ailleurs, l'un des principaux de leadership éthique, mais l'éthique doit se construire pour obtenir le comportement éthique. Il faut construire le système à l'intérieur de l'organisme. Mais même si on a fait la formation, qu'on n'a pas construit le système, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien retenir que là, ça va nécessiter de construire des choses. Votre responsabilité va être basée sur quoi? Ça doit être documenté. Le système de contrôle, pour la première fois, est reconnu dans un instrument de gouvernance comme étant un élément extrêmement important. Il en est de même pour la gestion des risques. Lorsque je parlerai tout à l'heure des principes, vous allez vous rendre compte que la question de la gouvernance des risques est importante. De la même façon plutôt que la question de la divulgation et la transparence. La transparence, donc vous devez avoir votre politique de transparence. Partie prenante, je n'en reviens pas. Donc, finalement, tout ça est fait pour que la gouvernance soit gérée de façon, soit réalisée de façon plus simple. Donc, ça réduit un peu la complexité de la gouvernance de l'entreprise et ça va réduire le coût. Tout le monde sait que par rapport à la théorie de l'agence, où on a dit qu'on confie la gestion de l'entreprise à une tierce personne, le directeur général en général, donc ce directeur général avait tendance à privilégier ses propres intérêts par rapport aux intérêts des autres parties prenantes. Donc là, la norme va permettre justement de bien prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes et d'encadrer le comportement, les agissements, non seulement des membres de l'organe de gouvernance, c'est-à-dire conseil d'administration ou équivalent, mais aussi du directeur exécutif. Parce que dans la norme, on n'utilise pas le terme directeur général, mais c'est directeur exécutif, ça revient au même que c'est celui qui exécute. Donc, combien de pays ont travaillé sur cette norme? Il y a eu 77 pays, dont la Côte d'Ivoire, et 24 organisations internationales. C'est pour ça que ça a un caractère international, un caractère universel. Vous savez très bien que l'OCDE, par exemple, a beaucoup travaillé sur les questions de gouvernance, particulièrement la gouvernance d'entreprise dans un certain nombre de secteurs et tout. Si vous prenez au niveau africain, vous avez que l'Union africaine a travaillé, a mis en place des instruments en matière de gouvernance. Si vous prenez le MCC aux États-Unis, ils ont mis en place des éléments de gouvernance, Mo Ibrahim et tout. Donc, toutes ces organisations-là ont pu contribuer pour avoir une norme consensuelle. Et la question qui se pose est de savoir quel est l'apport de cette norme consensuelle. On a dit que ça précise les fondements de la gouvernance. Quels sont les fondements de la gouvernance que nous allons voir
tout à l'heure dans le cadre de ce qu'on appelle le cadre, comme par hasard, le cadre de gouvernance. Mais on met l'accent sur la recherche de la durabilité, je vous l'ai dit dès le début, parce qu'on considère que le déficit de gouvernance entraîne, disons, la destruction de valeurs. Et si la destruction de valeurs, mais la durabilité des organismes n'est pas garantie. Donc, j'ai dit que la norme va permettre d'avoir un objectif qui soit aligné sur le bien-être à long terme de toute la société. Et là, on va faire le lien tout à l'heure avec les objectifs du développement durable, puisqu'il est clair que l'agenda 2030 des Nations Unies dit que rien n'est possible sans la bonne gouvernance. Et l'ISO, vous le verrez, s'est calé sur cela et a essayé d'apporter son concours justement pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc, la norme ISO 37000 est un instrument qui va contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. Et c'est pour cette raison qu'elle devrait permettre de protéger les systèmes sociaux et environnementaux qui sous-tendent ce bien-être. Et je vous donne un exemple. Vous avez, j'ai pris l'exemple quelque part, vous êtes quelqu'un qui est dans le bois, qui a les autorisations pour couper du bois, il a ces autorisations. Mais lorsqu'il va sur site, il constate lui-même que s'il continue de couper, il va créer un problème, bien qu'il ait ses autorisations, mais il doit se dire, mais si je suis socialement responsable, je ne dois pas continuer à couper. Donc, c'est là où ce n'est pas tout ce que une loi permet que l'organisme doit faire aujourd'hui. Donc, la gouvernance, elle est très, très loin. Donc, il y a les meilleurs comportements qu'on doit adopter, même si la loi vous permet de faire quelque chose. Et puis, bien sûr, la troisième chose que la norme va permettre de faire, c'est de prendre des décisions innovantes, prudentes et éthiques. C'est le mode de décision, des décisions innovantes, prudentes et éthiques. Et c'est pour justement prendre des décisions innovantes qu'on fait en sorte que les parties prenantes puissent être consultées. Et la question du dialogue avec les parties prenantes est clairement adressée. Mais des décisions prudentes. Donc, ça veut dire que les membres de l'organe de gouvernement doivent prendre des décisions prudentes, des décisions éthiques. Mais tout ça, comment on couvre tout ça avec la documentation. Alors, donc, la stratégie de l'ISO, je vous ai dit, c'est de soutenir la réalisation des objectifs de développement durable. Et parmi ces objectifs, il s'agit de mettre fin à la pauvreté, les globaux sont en, et puis il s'agit de renforcer la croissance économique et répondre aux besoins sociaux. Mais à l'intérieur de ça, vous avez toutes les questions qui relèvent de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, la possibilité d'emploi, du changement climatique, la protection de l'environnement. Ça peut surprendre certaines personnes, mais un principe de gouvernance qui est consacré à ça, c'est-à-dire agir de façon socialement responsable. C'est le 10e principe d'ailleurs, qui est consacré à ça. Donc, si vous n'agissez pas dans le domaine de la responsabilité sociétale, si on vous évalue, on vient évaluer votre gouvernance, ben, vous allez avoir de mauvaises notes, vous ne serez pas considéré comme une structure qui fait vraiment la gouvernance, parce qu'on ne peut pas faire la gouvernance sans ces aspects. Donc, en fait, l'ISO encourage et soutient à réaliser la réalisation des ODD des Nations Unies, mais aide ses membres, quand je dis ses membres, tous les organismes de normalisation, parce que ce n'est pas tous les pays qui ont forcément des organismes de normalisation qui sont affiliés à l'ISO. La Côte d'Ivoire est affiliée, mais certains pays ne sont pas affiliés. D'ailleurs, lorsque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 77 pays, c'est les 77 pays où c'est des membres affiliés à l'ISO. Quand vous n'êtes pas affilié à l'ISO, vous êtes parmi les observateurs, au même titre que les autres organisations. Donc, ça c'est très important de le savoir. Donc, la prise en compte des dimensions économiques, environnementales, sociétales est directement réalisée à travers toutes les normes aujourd'hui que l'ISO élabore. Si vous regardez toutes les normes qui sont sorties ces dernières années, vous avez toujours ces dimensions-là qui sont prises en compte, ces dimensions qui sont devenues incontournables. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on va faire la gouvernance, par exemple, en faisant telle ou telle chose et nier ça. Donc, ça veut dire que vous avez des piliers, des sortes de piliers que vous devez prendre en compte et vous devez construire les piliers avec de la documentation. Ça doit être, nous sommes dans les normes. Donc, tout ce que vous faites doit être documenté. C'est très important. Donc, les organisations et les entreprises qui cherchent donc à contribuer aux EDD, puisque les EDD le disent, que les entreprises doivent contribuer à leur réalisation, peuvent effectivement se servir de cette norme pour relever facilement le défi. Donc, grosso modo, il s'agit de soutenir l'agenda des Nations Unies, mais aussi de soutenir les objectifs climatiques.
parce que les objectifs climatiques sont devenus extrêmement importants aujourd'hui. Donc, les entreprises doivent également, les organismes doivent les intégrer. Là, vous avez là une idée, en un coup d'œil, de la participation à l'élaboration de la norme. Vous voyez la Côte d'Ivoire qui est sur la carte de l'Afrique. Quand vous voyez l'Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont vraiment participé. Donc, la Côte d'Ivoire a participé. C'est pour ça que nous sommes sur cette carte. Regardez du côté de l'Asie, du côté de l'Amérique, Amérique du Nord, vous allez voir un peu du côté de l'Amérique du Sud. Vous voyez que finalement, nous les Africains, nous ne sommes pas souvent préoccupés par les questions de normalisation, alors que les normes dominent aujourd'hui le monde. Ma petite expérience, parce que j'ai eu à proposer la création de Codinor il y a quelques années, et toutes les missions auxquelles j'ai eu à participer montrent que les normes sont extrêmement importantes. Ce matin même, je viens de participer, avant cette réunion, à une conférence en ligne, justement, sur la question de la digitalisation, qui est une question importante et tout. Comment est-ce qu'on va maintenant faire la certification ou précisément l'accréditation des organismes en utilisant le système de la digitalisation. Donc, vous voyez que tout avance très, très vite. Ce qui pose la question de savoir pourquoi adopter la norme ISO 37000. On doit l'adopter tout simplement parce qu'il y a une demande. Une demande. Quelle est cette demande? Toute la société. Si vous passez dans tous les quartiers, dans tous les pays africains, les gens vont vous dire oui, il n'y a pas de bonne gouvernance ici. Donc, il y a une demande de la bonne gouvernance. Et puis, il y a une demande de civisme. Et cette demande de la bonne gouvernance, en réalité, ça y est de quoi? Il s'agit simplement d'une demande pour que les dirigeants soient suffisamment responsables, mais aussi aient un comportement éthique. C'est ce qu'il y a dans la bonne gouvernance comme éléments fondamentaux. Agir de façon responsable et avoir un comportement éthique. Et là, on dit civisme. Le civisme, c'est tout simplement la responsabilité sociétale qui fait l'objet justement d'un principe de la norme ISO 37000. Donc, c'est deux éléments importants aujourd'hui qui font que la gouvernance est devenue indispensable, qui font que vous avez l'obligation d'adopter la norme ISO 37000. Parce que tout le monde va vous évaluer sur la base de la gouvernance et précisément d'un certain nombre de références. Et de la base, la norme ISO 37000 en l'espèce. Parce que vous êtes une organisation, vous avez un impact sur leur vie. J'ai pris l'exemple de la forêt tout à l'heure. Si vous coupez tout, vous allez avoir forcément un impact sur la vie des paysans. Donc, tout ça a montré qu'il fallait quand même, pour que les gens s'entendent, avoir une compréhension mutuelle de ce qui constitue, commune plutôt, de ce qui constitue la bonne gouvernance des organes. Donc, cette norme a pour but de faire en sorte que tout le monde puisse s'entendre. Et tout le monde s'y s'entendre. Et pourquoi elle a été votée, je vous ai dit tout à l'heure, que au niveau de l'agenda 2030, on dit que le développement durable ne peut être réalisé sans une bonne gouvernance à tous les niveaux et des organisations transparentes, efficaces et responsables. Ça, c'est l'agenda 2030 de l'ONU qui le dit. Ça a été repris dans l'agenda 2063 de l'Union africaine sous différents angles, donc on retrouve les mêmes éléments. Donc, pour résumer, il y a une demande mondiale pour créer un consensus sur la bonne gouvernance et c'est cette demande mondiale qui a été prise en compte par l'ISO pour faire en sorte que cette norme soit élaborée par un groupe de travail. Alors, cette norme permet donc d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle une gouvernance intégrée. Une gouvernance intégrée, c'est-à-dire une gouvernance organisationnelle intégrée avec un certain nombre d'éléments. Ça suppose aussi que ça va renforcer la culture. Vous savez que la culture d'entreprise est extrêmement importante. Et puis, ça va renforcer la résilience. C'est-à-dire que les entreprises vont plus résister. D'ailleurs, si vous suivez bien, depuis la crise de 2008, tout le monde s'est dit que c'est parce qu'il y avait des déficits de gouvernance au niveau des entreprises qui ont eu des problèmes et qu'il y a eu cette crise. Donc, on est reparti très fort avec la nécessité de renforcer la capacité de gouvernance des organisations. Et ça, il y a eu des problèmes éthiques importants. Et c'est pour ça que l'éthique est reprise dans la norme à tous les niveaux. On parle de l'éthique, on parle des valeurs, on parle de l'éthique. Et on a mis l'accent sur la création de valeur. Parce qu'il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'ils ont été nommés pour avoir des indemnités de fonction, mais sans que derrière, il y ait quelque chose. Donc, la création de valeur est importante. Et donc, les systèmes d'évaluation vont prendre en compte cela. Parce que c'est la création de valeur qui va faciliter la réalisation de l'objectif, la réalisation de la raison d'être
et notamment le développement durable, c'est-à-dire que les générations futures puissent effectivement répondre aussi à leurs besoins en temps opportun. Donc, cette question de gouvernance intégrée prend en compte les 6 catégories d'éléments que vous avez là. Il y a d'abord l'objectif, la raison d'être, les parties prenantes et la valeur ultime, valeur ajoutée ultime, c'est très important. Donc, tout ça va être basé sur l'objectif. Mais l'objectif, votre raison d'être, doit toujours prendre en compte l'environnement naturel et les systèmes sociaux, d'où l'importance de la responsabilité sociétale. Et ça va être basé sur l'organe directeur, le groupe directeur, les responsabilités. En fait, la norme vous parle de chaîne de gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance, le premier responsable, comme je l'ai toujours dit d'ailleurs, le premier responsable, c'est ce qu'on appelle le conseil d'administration. Ça peut être le comité de gestion, ça peut être enfin, l'organe similaire. Donc, tous les directeurs opérationnels, les groupes de directeurs, par exemple, comité de direction, donc, avec pour chacun d'être conscient qu'il a une responsabilité et qu'il doit rendre compte de tout ça. Donc, il y a une question de chaîne de la gouvernance. Donc, même les employés font partie de la chaîne de la gouvernance. Donc, il y a des niveaux, il y a des choses à mettre en place, il y a des évaluations à faire pour voir quel est le niveau de contribution à la qualité de la gouvernance. Donc, tout ça, ça montre qu'il faut diriger l'organisation, l'organisme d'une certaine façon et surtout s'engager nécessairement dans la stratégie. C'est-à-dire que l'organe de gouvernance doit nécessairement définir la stratégie, c'est son rôle, c'est sa responsabilité, c'est ce que la norme dit, mais en lien avec la raison d'être de l'organisme. La stratégie ne doit pas être définie au hasard, en lien avec la raison d'être de l'organisme, mais en lien aussi avec l'environnement. Il faut prendre en compte un certain nombre de choses, prendre en compte son environnement, prendre en compte les parties prenantes majeures qui doivent contribuer à l'élaboration de cette stratégie. C'est très important. Et ils doivent suivre la mise en œuvre de la stratégie, ils doivent l'évaluer. Et donc, si on dit suivre la mise en œuvre de la stratégie, on en revient au contrôle. La bonne gouvernance ici, il y a un des principes qui parle de surveillance. C'est le mot contrôle en réalité, surveillance. Le contrôle est indispensable pour qu'on fasse la surveillance. Maintenant, comment on va bâtir ce système de contrôle? Il faut que ça existe. Vous avez des gens qui ont dans leur conseil d'administration un comité d'audit, je dirais, et des risques, mais très souvent, rien n'est fondamentalement bâti pour faire ce travail. Bien sûr, il y a un règlement intérieur ou la charte du comité, tout ça, mais très souvent, ça ne va pas beaucoup loin. Alors que quand on regarde les outils sophistiqués à mettre en place pour faire correctement ce genre de travail, on pense qu'il y a encore un gap qu'il faut absolument combler par peut-être je sais pas, du conseil, du coaching, mais de l'accompagnement pour construire les documents. C'est ça qui est le plus important, construire les documents. Et si vous regardez d'ailleurs le Code ivoirien de gouvernement d'entreprise que nous avons fait quand même depuis 2010, vous avez l'impression que on est un peu, c'est le Code ivoirien de gouvernement d'entreprise qu'on reprend plus ou moins sous différentes formes. Et si je vous laisserai faire vous-même l'exercice et tout. Non, en tout état de cause, les valeurs, l'éthique, c'est important. Et les processus, parce que la recherche des risques, ça va être à travers les activités liées à des processus. C'est là où vous allez rechercher les risques. Et puis la mesure des performances. C'est important d'évaluer le conseil d'administration aujourd'hui. Il y a différents mécanismes d'évaluation, il y a différents critères d'évaluation. Bref, on peut avoir juste quelques critères standards, mais généralement, il faut avoir ses propres critères d'évaluation en fonction de ses propres règles. C'est pour ça que ça doit être construit. Chacun doit construire ses éléments. Il y a les éléments de base transversaux qu'on peut avoir, et chacun doit construire ces éléments si on veut bien faire les choses. Donc, l'évaluation des performances, c'est une nécessité. Il n'y a pas que le conseil, il y a le président du conseil, et le directeur général et tout. Généralement, il ne va pas avoir à l'avance des critères d'évaluation. Un directeur général doit savoir à l'avance quels sont ces critères d'évaluation. Là, il agit en conséquence. Alors, globalement, vous devez comprendre aussi une chose, que la norme ISO 37000 ne peut pas s'appliquer seule d'une certaine façon. Quand vous l'appliquez, puisque vous avez vu à l'intérieur qu'on parle des valeurs, qu'on parle de l'éthique, qu'on parle des risques, qu'on parle de toutes ces choses-là. Donc, comme l'ISO a déjà un certain nombre de normes, donc le comité 309 considère qu'il y a certes la norme ISO 37000 qui devrait ouvrir la série des normes ISO 37000, mais comme par hasard, bon, il y a eu d'autres 37000 avant que cette norme n'arrive, parce que c'était un peu plus long, certainement, non? Il y a eu donc la 37002, la 37001 qui sont là.
Et vous avez d'autres normes. Donc, vous avez la gouvernance avec des systèmes de gestion qui vont accompagner la norme et tout ça. Donc, vous voyez, donc, vous avez des normes connexes même qui peuvent intervenir. Tout n'est pas là, mais c'est juste quelques exemples. Des normes connexes qui peuvent intervenir. Je vous ai parlé de responsabilité sociétale. Vous voyez qu'en termes de normes connexes, on vise l'ISO 26000, les lignes directives sur la responsabilité sociétale. Et si vous allez dans la norme d'ailleurs, vous allez vous rendre compte, là où on parle de responsabilité sociétale, ce sont des éléments de la norme ISO 26000 qu'on reprend, même la définition qu'on donne et tout ça. Donc, tout ça, ça demande beaucoup de connaissances croisées, intégrées, pour pouvoir vraiment mettre en place un système approprié. Et donc, vous avez besoin d'avoir une petite idée, je dirais, du contenu de la norme. Donc là, j'ai pris juste comment on appelle ça, le plan de la norme, ou voilà, le plan de la norme, mais je vais passer rapidement parce que je vais commenter les éléments plus approfondis ailleurs. Donc, c'est le schéma de toutes les normes, hein, grosso modo. Donc, vous avez toujours un domaine d'application. Ici, ça s'applique à toutes les organisations. Ça s'applique aux États, ça s'applique aux collectivités territoriales, ça s'applique aux entreprises publiques, ça s'applique aux associations, ça s'applique aux fondations, ça s'applique à tout le monde. Le domaine d'application, personne n'échappe au domaine d'application. Parce qu'en fait, c'est un instrument pour construire la gouvernance. C'est-à-dire que même si je fais une formation, par exemple, mais si je ne construis pas ma gouvernance en interne, bon, au fur et à mesure, je vais oublier ce que j'ai appris. Et puis, tant qu'il n'y a pas... Donc, si on vient auditer, on vient m'auditer, c'est les éléments là que la norme demande qu'on va regarder. Et puis que ce soit documenté. Nous sommes en matière de normalisation. Ça doit être documenté. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire, ben, je gère les conflits d'intérêts, et puis ce n'est pas documenté. Vous ne pouvez pas dire, j'ai une politique de surveillance et de contrôle de la gestion, et puis ce n'est pas documenté. Vous ne pouvez pas dire que j'ai un dialogue avec les parties prenantes, et puis ce n'est pas documenté. Bref, ce que je voulais dire ici, vous avez donc le contexte de la norme qui a été présenté également, et puis vous avez l'organe de gouvernance. Donc, on parle beaucoup de l'organe de gouvernance qui est le premier responsable de la question de la gouvernance. Et on a mis un accent sur la composition, la structure, dont on parle d'ailleurs dans le Code ivoirien de gouvernement d'entreprise, et les compétences et tout, on parle de ça. Et puis, il y a le cadre de gouvernance qui est très, 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 très important, qu'on verra tout à l'heure. Et puis là, après ce cadre de gouvernance, les principes de gouvernance sont présentés. Vous en avez 11. Vous avez d'abord la finalité, je reviens là-dessus tout à l'heure. Vous avez la création de valeur, vous avez la stratégie, vous avez la surveillance ou le contrôle, et vous avez la responsabilité. Ça, c'est ce qu'on considère comme étant les principes fondamentaux. C'est la fondation d'une certaine façon. Voilà. Quand vous avez fait la fondation et puis faire tout ça, et puis maintenant, vous pouvez construire dessus. À ce moment-là, tout ce qui est en vert, c'est ce qu'on appelle les principes de facilitation de la gouvernance. Donc, c'est le dialogue avec les parties prenantes, le leadership. Donner des décisions, c'est très important. Le stockage des données, la recherche et le stockage des données, c'est très important aujourd'hui. La gouvernance du risque et puis la responsabilité sociétale et surtout la viabilité de l'organisme et sa réussite dans le temps. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs, vous avez des politiques de viabilité des entreprises qui montent des dossiers sur leur politique de viabilité. Donc, vous voyez que je vous dis, tout doit être documenté. Donc, je m'arrête là pour, disons, les principes. Je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Donc, alors, en parlant justement des points forts de l'ISO 37000, point fort de l'ISO 37000, vous avez le cadre de gouvernance des organisations que je vais vous présenter tout à l'heure. Et dans ce cadre de gouvernance, vous allez avoir trois groupes d'éléments. Vous allez avoir ce qu'on appelle le principe primaire, vous allez avoir ce qu'on appelle les principes fondamentaux, et puis les principes de facilitation que j'ai juste effleuré tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si c'est bien visible, mais vous avez là le cadre de gouvernance. Alors, ce cadre de gouvernance, c'est quoi? C'est un ensemble de stratégies, de politiques, de structures décisionnelles et de responsabilités dans le cadre desquelles fonctionnent les dispositifs de gouvernance. C'est comme ça que c'est défini par la norme. Et ce cadre, quand on le met dans ce schéma-là, c'est l'ISO qui l'a fait. Donc, vous savez qu'au centre, c'est marqué principe 1, finalité au centre. C'est ça ce qu'on appelle l'objectif. Vous avez été créé pour réaliser cet objectif, pour cette finalité. Mais de plus en plus, on parle de raison d'être. Donc, si vous voulez, la norme n'utilise pas ici le concept, mais plus tard, la norme en parle un tout petit peu. Donc, ici, dans la mise en œuvre, on va utiliser la raison d'être. C'est quoi la raison d'être?
La raison d'être, c'est la raison pour laquelle vous existez, qui va au-delà de votre objet social et qui va au-delà du fait que vous existez pour faire du profit. Vous devez voir la société en général, votre rôle dans la société en général. Donc, ça va au-delà de cette question de profit. Et il y a eu tout un débat, je vous ai dit tout à l'heure aux États-Unis à l'époque, quant à savoir si une entreprise existait pour faire du profit au bénéfice de ses propriétaires, ou alors si une entreprise devait prendre en compte aussi son environnement et agir sur son environnement, surtout que l'entreprise a des impacts sur son environnement. Je pense que c'est cette approche qui, finalement, au fil du temps, a dominé, devenu l'approche adoptée par tout le monde, si bien que ça se retrouve dans la norme sur la gouvernance, étant donné que ça fait par ailleurs question d'une norme spécifique, qui est la norme sur la responsabilité sociétale, qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans les 17 objectifs de développement durable par ailleurs. Parce qu'en réalité, la norme ISO 26000 est un outil de réalisation des objectifs de développement durable, comme cette norme également. Parce qu'on vous donne les objectifs, mais comment les réaliser, on ne vous dit pas vraiment. Donc, quels sont les outils qui vous permettent de les réaliser? Et souvent, d'ailleurs, vous avez un certain nombre d'organismes qui mènent des activités, mais qui ne savent pas que dans ces activités-là, il y a des bonnes pratiques, soit de gouvernance, soit de RSE, soit d'éthique. Donc, souvent, il y a la valorisation de ce qui a été réalisé. C'est-à-dire, il se dit, bon, nous, on est peut-être en retard, tout ça. Ce n'est pas formalisé, c'est vrai, mais quand on va rentrer dans le système, on se rend compte qu'on peut valoriser des choses qu'ils ont eu à faire, et puis, bien sûr, il s'agira de formaliser par la suite, organiser les choses comme ça doit se faire. Donc, ça, c'est la raison d'être, la finalité. C'est le principe numéro 1. Autour de ça, vous avez 4 autres principes qui sont considérés comme des principes fondamentaux. Donc, si vous voulez, les 5 à l'origine, on dit principes fondamentaux, mais en réalité, lorsqu'on rentre dans le cadre, le principe 1 là, il est défini comme le principe primaire par la norme, principe primaire, et puis les 4 autres principes fondamentaux. Dans la conception globale, ça fait partie des principes fondamentaux. Donc, les 4 principes fondamentaux qui vont être autour de la finalité, c'est quoi? C'est la stratégie. C'est très important. C'est la stratégie. Même si, par ailleurs, il y a toute une discussion au niveau mondial quant à savoir sur les changements rapides. Les choses changent tellement vite aujourd'hui que certains se demandent est-ce que c'est encore nécessaire de faire des stratégies? Et s'il faut encore faire, est-ce qu'il faut des stratégies sur 5 ans, sur 3 ans? Parce que 3 ans, c'est devenu long aujourd'hui. Tellement les choses changent. Tellement. Donc, ça, c'est un autre débat. Donc, les réflexions sur la stratégie sont en cours. Par ailleurs, par pas mal d'organismes à travers le monde, comment il faut prendre en compte cette situation. Ensuite, il y a la question de la surveillance. C'est important. Vous ne pouvez pas confier la gestion à une personne sans qu'il y ait de surveillance, sans qu'il y ait de contrôle. Donc, le contrôle est constitué comme un élément essentiel de la gouvernance. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent, quand on parle de bilan de gouvernance, de rapport de gouvernance et tout, si dans ce rapport-là, vous n'adressez pas la question du contrôle d'une certaine façon, bon, ça peut laisser à désirer. Parce que c'est cette partie qui va permettre de savoir qu'effectivement, vous surveillez bien les œufs, entre guillemets, si on peut dire ça. Vous surveillez bien les œufs. Donc, c'est un sujet extrêmement important. C'est pour ça qu'il doit y avoir une politique de surveillance, de contrôle, clairement écrite, clairement appliquée, des directives en tout cas. Il faut ça. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas faire le contrôle. S'il n'y a pas les outils appropriés, on ne peut pas faire le contrôle comme ça de façon informelle. Donc, c'est nécessaire. Donc, vous avez après ce qu'on appelle la responsabilité. C'est la redevabilité. Donc, comment construire votre responsabilité? Vous êtes responsable de quoi? Et là, comme je disais aux gens tantôt, et d'ailleurs, nous publions bientôt un ouvrage là-dessus, c'est les gens pour qu'ils sachent quelles sont leurs responsabilités. Nous publions un ouvrage parce que les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils doivent être responsables, ils doivent se sentir responsables. Et c'est parce qu'ils doivent être responsables qu'on leur dit, un, d'innover, deux, de prendre des décisions prudentes et surtout d'être éthique et de s'assurer que dans l'organisation, toutes les pratiques sont éthiques. Ça relève de la responsabilité. Comment construire ça? Parce que vous allez être contrôlé là, puisque le conseil d'administration est responsable de tout. Donc, quand on va venir contrôler, on va prendre chaque principe. Vous avez fait quoi concrètement? OK, vous avez pris ce document, mais comment il a appliqué? Ainsi de suite. Parce que ça doit être documenté. Il ne faut pas dire qu'on a fait un code de conduite et puis en réalité, ce n'est pas appliqué.
rien n'est évalué. Vous avez la création de valeur. Là aussi, on dit que l'organe de gouvernance doit monter son modèle de création de valeur. Quels sont les leviers de création de valeur sur lesquels vous allez vous appuyer? Il va falloir que vous les ressortez dans un document pour que la direction générale, avec vous, puisse vous entendre là-dessus, pour que ces leviers soient utilisés pour obtenir la création de valeur. Bien sûr, il faut les adapter au fur et à mesure. Donc, vous voyez, ces quatre éléments que je viens d'expliquer brièvement sont des éléments qui sont considérés comme relevant des principes fondamentaux. Après les principes fondamentaux, le cercle qui suit, c'est ce qu'on appelle les principes de facilitation de la gouvernance. Donc, ces principes de facilitation, vous avez d'abord le dialogue avec les parties prenantes. Moi, j'ai eu quelques expériences dans ma vie. J'ai eu à mener des dialogues entre des entreprises et des communautés villageoises dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Parce qu'au début, les gens n'ont pas pris en compte ces gens-là. Les entreprises sont venues s'implanter sans les considérer. C'est quand les problèmes ont commencé à naître qu'ils se sont rendus compte. Parce qu'on leur dit, bon, nous, nos enfants vont à l'école à telle distance, vous, vos enfants vont à l'école ici, ou alors, ça c'est quand les antennes arrivaient à l'époque, les cellulaires arrivaient. Ah oui, mais nous, nous n'avons pas d'antenne ici, donc on n'a pas de cellulaire. Ou alors, on n'a pas d'hôpital, nos femmes sont obligées d'aller accoucher à tel. Donc, vous voyez, en discutant avec les gens, on se rend compte de leurs intérêts. Et lorsque l'entreprise prend en compte certains de ses intérêts et règle les problèmes, ça facilite son intégration. Donc, c'est très important. C'est très important, le dialogue avec les parties prenantes, qui fait d'ailleurs l'objet d'une norme. Bon, ce n'est pas cité dans le cadre global que j'ai présenté, c'est la norme AA1000, qui est la norme pour structurer le dialogue avec les parties prenantes. Après, vous avez le leadership. La question du leadership principal, donc, c'est une question importante. Quels sont les éléments que devez-vous faire pour que vous appliquez le leadership? Le leadership, ça comporte un certain nombre de choses. Et ici, on exige de vous que vous soyez un leader éthique. Ce qui suppose que déjà le conseil d'administration doit se doter d'un code de conduite qui n'est pas le code du personnel. Certains le font, mais il est souhaitable que ce soit séparé. Un code de conduite. Et puis, quels sont les instruments d'application de ce code de conduite? Et puis, il y a le personnel, par ailleurs, qui va avoir son code de conduite. C'est une loi qui nous impose tout ça. Donc, quels sont les instruments d'application de ce code de conduite? Parce qu'on peut l'avoir, le document est là, mais bon, il n'est pas appliqué parce que tous les systèmes à mettre en place pour appliquer et pour évaluer et pour rendre surtout compte. Puisque là, vous allez voir, à la fin, je vais vous dire, vous devez faire des rapports. S'il n'y a pas ces rapports, c'est comme si vous ne faites rien. Après le leadership, il y a les données et les décisions. Dans certaines formations, j'ai eu souvent à dire que les membres du conseil d'administration doivent prendre les décisions en connaissance de cause, doivent suffisamment s'informer. Et la question des données est une question prioritaire en matière de gouvernance. Parce que toutes les décisions que vous allez prendre sont basées sur l'analyse de données. Donc, ça veut dire que vous devez être en permanence dans une situation où collecter des données sur le marché, sur différentes choses, que vous stockez des données sont structurées. Et lorsque vous devez prendre une décision, ce sont ces données qui vont être analysées pour vous orienter dans la prise de décision. Sinon, si on vous dit, mais il y avait telle chose, telle chose, telle chose, mais vous ne saviez pas et que vous avez pris telle décision, vous allez être embêté. Et donc, la norme considère que la recherche, le stockage, l'analyse des données comme fondement de la prise de décision est indispensable. Donc, ça aussi, ça doit être structuré dans l'organisme ou dans l'organisation. Et bien sûr, je vous ai parlé de la gouvernance du risque, qui est un principe fondamental. Vous devez avoir votre politique. Bien sûr, si vous prenez la partie éthique, vous allez avoir, par exemple, la cartographie des risques éthiques. Si dans cette partie éthique, vous voulez faire de la lutte contre la corruption, vous avez des risques spécifiques de corruption qui peuvent être encore plus spécifiques lorsqu'il s'agit des marchés, lorsqu'il s'agit du recrutement, lorsqu'il s'agit de telle ou telle chose. Donc, vous voyez que l'analyse peut aller très, très loin. Très, très loin. Et tant que tout ça n'est pas fait de cette façon-là, mais vous allez avoir des points de faiblesse qui peuvent engendrer des problèmes et tout ça. Et puis, bien sûr, la responsabilité sociétale qui est considérée ici comme un principe qui fait l'objet d'une norme, et par ailleurs, la norme ISO 26000. Donc, ça veut dire que vous, en tant qu'entreprise, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé de faire la responsabilité sociale si vous voulez qu'on dise que vous faites de la gouvernance.
Mais ça vient de loin, parce que ça, c'était l'influence de l'Afrique du Sud, parce que quand Mandela a pris le pouvoir à l'époque, donc il avait demandé à un expert de faire en sorte que, si vous voulez, les Noirs puissent rentrer dans le milieu économique progressivement. Donc, ça nécessitait que les autres qui étaient déjà dedans puissent avoir un comportement éthique. Donc, ils ont travaillé sur cette base-là. Aujourd'hui, c'est devenu un élément extrêmement important en termes de responsabilité. Donc, vous avez les 7 questions centrales, vous avez les 7 principes. Par exemple, l'éthique se trouve dans les 7 questions centrales. Vous avez le respect de la légalité se trouve dans les 7 questions centrales. Or là, vous avez une norme dans le groupe que je vous ai montré dans le cas tout à l'heure. Vous avez une norme sur les valeurs, l'éthique et tout ça, et la conformité. Donc, vous voyez, la conformité, vous allez traiter de la conformité en appliquant ces principes. Est-ce que vous avez une politique de conformité? Qui gère cette politique de conformité? Est-ce que c'est la direction juridique? Est-ce que c'est la direction qui s'occupe de l'éthique? Qui s'occupe de ça? Est-ce que la personne a le profil approprié et tout? C'est devenu des questions tellement importantes, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une masse de connaissances pour faire un certain nombre de choses, finalement, quelquefois. Donc, bien sûr, le principe 11, c'est la durabilité. Ce qui est important, c'est de durer. Si vous ne pouvez pas être durable, ce n'est pas la peine. Et donc, on doit viser le conseil d'administration, l'organe de gouvernance, toute la chaîne de gouvernance doit viser la durabilité. Donc, comment on construit cette durabilité en utilisant tous les autres principes que j'ai cités à la France. Donc, quand tout ça est mis en œuvre de la manière la plus appropriée possible, avec les outils, les procédures, les lignes directrices, enfin, tout ce que je vous ai dit, quand tout ça est mis en œuvre de façon appropriée, vous allez avoir 3 résultats. Ces 3 résultats, c'est d'abord que votre gestion va être qualifiée de gestion responsable. De gestion responsable. Et si c'est qualifié de gestion responsable, ça vous donne une prime. Je vous expliquerai tout à l'heure. Vous allez avoir une performance de votre organisme, une performance efficace. D'ailleurs, la norme, le code ivoirien de gouvernement d'entreprise parle d'efficacité. S'agissant en tout cas du conseil d'administration, on dit que le conseil doit être effectif et efficace. Ce qui d'ailleurs doit être pris en compte dans la mise en œuvre de ces principes. Et puis vous avez, troisième chose, le comportement éthique qui devient une réalité au sein de votre organisme. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que si une organisation est considérée comme non éthique, elle va perdre des marchés, en tout cas, elle ne va pas en gagner. Donc, si elle perd des marchés, c'est de la destruction de valeur. Donc, petit à petit, elle peut disparaître. Donc, l'objectif du conseil d'administration, pour ne pas dire une des missions essentielles du conseil d'administration, c'est de s'assurer qu'il existe un comportement éthique dans l'organisme. Parce qu'aujourd'hui, tel que la norme est faite, s'il n'y a pas de comportement éthique, on peut balayer tous les membres du conseil d'administration. Je disais ça à quelqu'un d'autre, je dis, si on reproche quelque chose à un directeur général, normalement, il faut balayer tout le conseil d'administration. Parce que c'est le conseil d'administration qui est responsable en dernier ressort. Si ça a pu se faire, c'est qu'ils ont mal fait leur travail. Il faut balayer tout le conseil d'administration. Et ça, je pense que ça ne veut pas dire qu'on doit empêcher que la gestion se fasse. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre en place un cadre documenté, tout ça, ça facilite les choses. Ça facilite les choses et ça évite peut-être que les gens aient des susceptibilités. C'est des documents adoptés par tout le monde qu'on applique. Donc voilà les résultats auxquels vous pouvez aboutir lorsque vous avez mis en œuvre ce qu'on appelle les principes fondamentaux de la bonne gouvernance et les principes de facilitation. Alors, évidemment, je prends ces principes un à un, je vais brièvement en parler. L'objectif ou la raison d'être, on vous dit que c'est important que l'organisation puisse définir, spécifier et surtout communiquer la valeur ultime qu'elle entend générer pour les parties prenantes spécifiées. Donc, vous existez pourquoi? Si vous êtes créé pour contribuer au recul de la pauvreté en milieu paysan, mais ça, il faut que ce soit su clairement. Si vous êtes créé pour que la population, toute la population à un moment donné, puisse avoir accès à l'eau potable, il faut que cela soit dit quelque part. Si vous êtes créé, vous vous êtes créé pour que les gens puissent se nourrir plus facilement, il faut le dire. Si vous êtes créé pour que les gens puissent se déplacer à moindre coût
dans de bonnes conditions. Il faut le dire. Donc, votre raison d'être. Donc, dans les statuts des entreprises aujourd'hui, il n'y a pas bien sûr de raison d'être. Mais sous d'autres cieux, aux États-Unis, en France, ils ont pris la loi Pacte qui a pris en compte la raison d'être. Certaines entreprises ont modifié les statuts pour mettre la raison d'être dans les statuts. D'autres ne l'ont pas fait, ont mis dans d'autres documents. On a mis la mission, la raison d'être, ainsi de suite. Souvent, mais la raison d'être vient avant. C'est l'élément le plus important. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que l'organe directeur est responsable de cette question-là. Donc, les membres du conseil d'administration doivent savoir qu'ils sont responsables de cette définition de la raison d'être. Et la norme va vous donner quelques conseils comment procéder pour ça. Et puis, les valeurs de l'organisme que vous devez définir, contribuer à définir, doivent être constituées comme la boussole qui guide tout le monde. Parce qu'en fait, la politique éthique que vous allez déterminer en fonction des valeurs partagées, cette politique éthique-là doit être la boussole de tout le monde, puisque c'est ça qui va dire à chacun, voilà ce qui est faisable, voilà ce qui n'est pas faisable, voilà ce qui est interdit, voilà ce qui n'est pas interdit. C'est très important. Et justement, une bonne politique éthique doit permettre de faire ça. C'est pour ça qu'il ne suffira pas de dire, bon, j'ai fait une charte éthique avec 2-3 choses, ça ne suffira pas parce que si vous êtes évalué, et je vous assure qu'on a participé à des évaluations, seul ou avec d'autres, souvent, il faut aller très, très loin. Alors, l'objectif, je vous disais, c'est la raison d'être. La raison d'être d'une entreprise, c'est quoi? Ça se caractérise par l'expression d'un objectif d'intérêt général que je vous ai déjà expliqué, qui dépasse la simple recherche de profit. Ça s'inscrit dans le cadre et au-delà de son objet social. Et puis, bien sûr, on vous dit que ça s'accompagne de principes ad hoc et d'un engagement pour l'affectation de moyens. Vous voyez que la raison d'être, quand vous prenez le cadre que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez la raison d'être au milieu, la finalité, vous avez les principes autour, tout ça. Vous voyez que là, déjà, on était là. Ça, c'est avant que la norme ne sorte. Il était déjà indiqué qu'on ne peut pas réaliser la raison d'être sans mettre en place des principes d'accompagnement. Et c'est ce que la norme ISO 37000 finalement a pris en compte, principe d'accompagnement. Mais en réalité, je vous ai dit que c'est venu des États-Unis. C'est, comme on dit, la déclinaison en français du Purpose Mission Statement des Anglo-Saxons. Donc, c'est ça qui est fondamental. Je vous ai parlé de la création de richesse, la création de valeur, création de richesse, création de valeur. Mais on estime que pour créer de la valeur, il faut appliquer la bonne gouvernance. On ne peut pas créer de la valeur au hasard. Donc, c'est pour ça que la norme a dit que l'organe de gouvernance était responsable de cette situation. Et l'organe de gouvernance a l'obligation de clarifier les objectifs. Donc, son modèle de génération de valeur, les leviers dont je vous ai parlé tout à l'heure, il doit travailler là-dessus pour les faire connaître tout. Donc, il faut un modèle de création de valeur et préciser les leviers. Et puis, dans la question de la stratégie, l'acte uniforme, comme vous le savez, demande au conseil d'administration de fixer les orientations, donc les orientations stratégiques et tout. Mais la norme prend tout ça en compte parce qu'on considère que c'est une bonne pratique que de dire aux gens qui dirigent au quotidien, voici les orientations qu'on vous donne. On doit s'engager à mettre, et ces orientations doivent être en lien avec le modèle de création de valeur qui doit être en lien par ailleurs avec la raison d'être de l'organisation. Et tout ça, la norme estime que ça ne peut être possible que si on a établi des politiques de gouvernance. C'est là où on parle de la documentation. Parce que, bon, on parle de la documentation. Certaines structures l'ont fait avec tous les documents appropriés. Tout le document est en place. C'est ce document qui s'utilise tous les jours. On peut faire l'objet de coaching, on pose des questions de temps en temps. Je vous donne un exemple en matière éthique. Quelqu'un vous appelle et dit, bon, moi, j'ai un cadre qui a droit à un logement, mais j'ai un autre cadre qui a un logement et la société veut louer ce logement-là pour le cadre en question. Ça, c'est un problème éthique. Ça, c'est des gens qui gèrent l'éthique parce qu'ils appellent pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ou alors, on a invité tel directeur à telle chose, on veut payer son billet d'avion, ses frais et tout ça. Est-ce qu'on peut le faire? Ça, ils font de l'éthique parce qu'ils demandent. Vous voyez, quand l'éthique est appliquée, c'est comme ça va se passer. Donc, il y a un coaching derrière qui permet, soit ils arrivent à résoudre, soit ils n'arrivent pas à résoudre, et ils vont s'adresser à quelqu'un qui va leur dire quel est le chemin à prendre. Et ça, après, c'est documenté. Parce que demain, si on vient vous poser la question, vous sortez votre dossier. Puis là, nous avons pris cette décision parce que voilà. Vous sortez votre dossier. Sinon, vous serez exposé.
Vous n'avez rien, vous avez pris la décision, vous n'avez rien. On en revient aux données qui vont fonder les décisions. Donc, ces décisions, si vous les prenez, vous engagez votre responsabilité. Et c'est parce que vous serez suffisamment responsable que vous allez engendrer de la confiance, que la gouvernance va devenir un outil créateur de confiance. Et que si les gens ont confiance en vous, vous allez avoir plus de marché et vous allez générer plus de résultats, donc de valeur, bien sûr. Donc, c'est important. Et il faut signaler tout ce que vous avez fait donc, par des rapports, par des informations que vous devez publier. Il existe des référentiels spécifiques sur quel type d'informations il faut publier. Hein. Dans le cas de la gouvernance, il y en a un certain nombre. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais ça dépend au fur et à mesure. En matière de gouvernance, on va mollo d'une certaine façon. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'essentiel déjà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que par rapport à cette norme, il y a une première mise à niveau qu'il faut faire. Tout ce qui est indispensable dans un premier. Et puis, accroître le niveau de maturité au fur et à mesure. Il y a des entreprises qui ont procédé comme ça depuis 2002 ou un peu avant aussi, petit à petit, qui ont bâti des systèmes performants aujourd'hui. Parce que les systèmes-là, on va former l'ensemble des membres de l'organisation sur l'utilisation des documents justement qui ont été mis en place, pour qu'ils sachent les utiliser de manière efficace et effective. Donc, c'est une responsabilité à tous les niveaux. Et c'est pour ça que la norme parle de chaîne de gouvernance. Donc, on ne laisse pas quelqu'un de côté. Chacun, avec son niveau, peut participer à la préparation des différents documents pour faire la gouvernance. Alors, ouais, ce dernier point, on vous dit l'organe de gouvernance s'entend, peut déléguer, mais doit démontrer sa volonté de répondre. Alors, ça, c'est par exemple un point que moi, j'avais personnellement soulevé pendant qu'on faisait les travaux sur la norme. Parce que nous, dans le cas de l'OADA, ben, le directeur général ne lui délègue rien. Il a des pouvoirs propres. C'est le directeur général adjoint à qui on délègue des choses. Mais comme c'est une norme internationale à caractère universel, on a dit, bon, on laisse comme ça. Évidemment, dans l'application, chacun va tenir compte de ça. Sur ce point-là, puisque ça ne bouleverse rien. L'essentiel, ce qu'on veut rechercher, c'est clarifier les responsabilités, contrôler et rendre compte. Donc, ce point-là est resté en l'état. Donc, clarifier les responsabilités, c'est ça qui va amener la surveillance et que l'organe directeur ou l'organe de gouvernance, dans la norme pas d'organe directeur, organe de gouvernance, souvent, donc, on vous dit que la surveillance, ça consiste donc à s'assurer qu'il existe un système de contrôle interne qui est mis en œuvre. Vous voyez, on dit bien qui est mis en œuvre. Il faut construire le système et ça doit être mis en œuvre. Et c'est pour ça que dans le rapport annuel de gouvernance, on doit faire une partie qui démontre comment on a mis en œuvre le système de contrôle interne. Sinon, ben, c'est une faiblesse. Vous pouvez la voir, mais si on dit qu'il n'y a rien qui est mis en œuvre, ou ce n'est pas mis en œuvre de la façon la plus appropriée, ben, il y a un problème. Donc, on vous dit s'assurer que le système de gouvernance est conçu de manière appropriée et fonctionne comme prévu. Ça veut dire qu'il faut construire le système. Je ne vais pas construire le système, vous ne pouvez pas dire j'ai fait la gouvernance. Bon, on peut avoir quelques... Même le règlement intérieur aujourd'hui, il ne doit pas être fait aujourd'hui tel qu'on est aujourd'hui en 2022. Ben, le contenu des règlements intérieurs doit évoluer. Pour certaines raisons, on n'a pas le temps de parler de tout ça, pour certaines raisons. Donc, ce n'est pas par hasard que la norme ISO 37000 décrit le rôle et la responsabilité de l'organe de gouvernance et de l'organe directeur en ce qui concerne la supervision efficace de l'organisme. Et la norme dit elle-même, dans sa partie contexte et tout, que c'est la première fois que la nature, les éléments et l'intégration dans les organisations du système de contrôle et des processus d'assurance sont clarifiés au niveau mondial. Tout le monde parle de contrôle interne, tout ça, d'accord. Mais clair comme ça pour dire, si vous n'avez pas ça, c'est que bon, vous serez évalué par rapport à ça. Donc, au niveau mondial. Donc, ça, c'était les 5 principes fondamentaux. Maintenant, je vais passer rapidement. Je ne sais pas si je suis dans le temps. J'ai dépassé mon temps de présentation, il paraît. Donc, je vais aller vite et puis pour laisser la place aux questions. Vous avez donc 6 principes de facilitation. Je pense que j'ai parlé des données, j'ai parlé de tous ces éléments déjà. Je pense qu'il n'est pas nécessaire vraiment d'y revenir, puisque j'ai largement parlé des parties prenantes, du leadership, des données, des décisions, la gouvernance des risques, la responsabilité sociale, de la viabilité, la performance dans le temps. Donc, il n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. J'allais vous indiquer un peu comment la norme tourne cette question, mais je pense que dans mes explications, j'ai donné quelques éléments qui sont déjà importants et j'ai donc dévancé, si vous voulez, la présentation de ces points.
Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que sur la responsabilité sociétale, l'organe de gouvernance, le conseil doit veiller à ce que les décisions soient transparentes et conformes aux attentes de la société au sens large, c'est-à-dire la société au sens large. C'est-à-dire que vous êtes producteur de ciment et votre usine dégage de la poussière, les voisins avalent cette poussière. Est-ce que par rapport à la société au sens large, il n'y a pas un souci? Donc, ça veut dire que si on vient vous auditer même, ça va commencer par ça, dehors ici. Quand on va rendre compte, on va se rendre compte que vous n'avez pas de toilettes propres, par exemple. Je prends des exemples basiques. Parce que les gens, souvent, quand nous, on va en intervention, quelquefois, on rentre dans les toilettes. Les gens pensent que c'est pour aller aux toilettes, mais ce n'est pas pour aller aux toilettes. C'est pour aller voir en termes d'hygiène et tout ça. Quelle est la situation? Quelle est la situation? Après, on va poser des questions au comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise, mais qui souvent, ils ne regardent même pas ce genre de choses-là. Et puis surtout, sur la responsabilité, il y a les paramètres d'un comportement acceptable. Donc, vous dites, veillez à ce que l'organisation opère selon les paramètres d'un comportement acceptable. Ça veut dire que vous avez monté un document, un référentiel éthique pour être plus précis. C'est-à-dire pas seulement le code de conduite, pas seulement, si vous voulez, votre politique comment on appelle ça, de gestion des conflits d'intérêts, par exemple, mais l'ensemble des autres questions. L'ensemble des autres questions. Aujourd'hui, si on vous demande votre consommation de papier, c'est comment? Votre consommation d'énergie, c'est comment? Énergie dans les voitures, mais énergie dans les bureaux. Quand vous achetez vos ordinateurs, votre politique d'achat, est-ce que c'est une politique d'achat socialement responsable? On peut vous demander. On prend quelques ordinateurs au hasard et puis on regarde si c'est des ordinateurs qui consomment beaucoup d'énergie ou des ordinateurs modèles qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. Donc, tout ça, il y a des éléments de vérification. Vous voyez que ça peut aller très loin aujourd'hui. Et c'est pour ça que, parce qu'il y a des entreprises, des bailleurs de fonds qui commencent à demander des rapports aux gens avant de les financer. Donc, il faut considérer cette situation. Évidemment, la viabilité, la performance, je l'ai expliqué. Donc, on vous dit que l'organe de gouvernement doit décrire, donc évaluer les ressources clés et les systèmes de création de valeur, génération de valeur. Donc, c'est son rôle de savoir quelles sont les ressources importantes. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en définitive? Il y a un certain nombre de choses qu'il faut retenir. C'est que la norme ISO 37000 vous fournit une boussole claire dans le domaine clé de la bonne gouvernance. Ça, c'est important. Ensuite, deuxième chose, les organisations du monde entier peuvent réaliser leur objectif, leur raison d'être en s'engageant auprès de leurs parties prenantes et surtout en tenant compte des besoins des générations futures, responsabilité sociétale, donc durabilité. Troisième chose, la norme est une référence mondiale, elle est applicable à toutes les organisations, elle simplifie les choses, elle réduit donc la complexité et puis surtout permet de renforcer la confiance et de faire la création de valeur plus facilement. Autre point à retenir, c'est qu'aujourd'hui, à un premier niveau, en tout cas, on considère que les entreprises africaines doivent d'abord résorber leur governance gap, pour avoir leur governance capitale. Et là, ce n'est utile que lorsque, par exemple, une entreprise décide d'ouvrir son capital social ou décide de rechercher des financements. C'est souvent que ça peut être intéressant, que les gens vont regarder tout ça. Si vous avez un gap de gouvernance, mais ça va être compliqué. Soit on va vous aider pour résorber d'abord ce gap avec des moyens intermédiaires. C'est ce que fait d'ailleurs le MCC d'une certaine façon. Vous savez, le MCC, pour avoir le MCC, vous allez faire travailler sur un certain nombre de choses. Bon, j'ai eu l'avantage d'être le manager de la catégorie bonne gouvernance pendant quelques années. Vous allez travailler d'abord pour mettre à niveau certaines choses. Et puis, on va vous donner, si vous arrivez vite, tant mieux. Si vous n'avez pas, on va vous donner ce qu'on appelle le threshold, qui va vous aider à financer justement le renforcement de votre gouvernance. Et puis, quand vous avez atteint le niveau approprié, on va vous donner ce qu'on appelle le compact, c'est-à-dire signer avec les États-Unis pour mettre à la disposition du pays des fonds gratuitement pour financer des infrastructures, enfin, ainsi de suite. Donc, c'est un peu la même chose ici, parce que ça vous permet justement d'augmenter la valeur de votre entreprise. Si vous voulez vendre, céder l'entreprise demain, ça va être à un prix meilleur, donc la valeur de l'entreprise va augmenter. Et puis surtout, vous pourrez même céder, parce que vous ne pouvez pas céder une entreprise qui a un déficit de gouvernance tel que les gens estiment qu'on ne peut pas redresser la situation. Donc, ces trois points sont des points également importants à retenir. Alors, il y a quelque chose qui m'a paru important d'indiquer ici. Ce n'est pas dans la norme, mais il y a des réflexions à travers le monde aujourd'hui
où on estime qu'il faut prendre ce qu'on appelle le cadre RIAD, pardon. Le cadre RIAD, c'est considérer qu'il faut faire en sorte qu'il y ait de la résilience, ce que la norme permet de faire, de l'adaptabilité, ce que la norme permet de faire dans le cadre des orientations stratégiques, on dit d'analyser les données, l'innovation, ce que la norme permet de faire, recommande. Mais quand ces trois choses sont ensemble, on obtient la durabilité. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait considérer dans le cadre de la mise en œuvre de la norme. Pourquoi? Parce que la gouvernance des organisations aujourd'hui est considérée comme un système qui est mis en œuvre dans le cadre de principes de facilitation, mais les principes fondamentaux dessus pour atteindre la raison d'être de l'organisation, avec des résultats assez clairs en matière de création de valeur et surtout pour le compte des parties prenantes. Et parce que tout simplement, le système doit fonctionner dans un contexte d'externalité. Vous êtes obligé de prendre en compte votre environnement pour bâtir votre système de gouvernance. Et forcément, la gouvernance, la bonne gouvernance, est obligatoirement documentée, surtout lorsque vous êtes face à une norme qui vous, d'ailleurs, oblige à documenter. Donc voilà, je pense que j'ai terminé. Je vous remercie de votre aimable attention. Si vous avez des questions à poser, je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà, merci à tout le monde.